on voulait cet enfant-là. Moi, j'étais gaga, je voulais vraiment un enfant. Depuis le jour où j'en avais pris un dans mes mains, je voulais être père. Puis là, je pouvais enfin en avoir un à moi. Donc, ça a été très difficile dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi. Ça m'a beaucoup marqué, plus qu'aucune autre des fausses couches de Julie, parce que j'étais prêt à être parent. Je voulais vraiment cet enfant-là. Puis, ça m'a beaucoup fait de mal de voir Julie souffrir comme ça. Bien, la première fois, quand je suis allée à l'urgence puis j'ai attendu 12 heures, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que la technicienne qui m'a fait une échographie, elle a dit « Ben, je vois rien. Es-tu sûre que tu étais enceinte? » Ça, j'ai trouvé ça... En tout cas, je trouvais ça pas ça délicat de sa part. Ben oui, je le sais que j'étais enceinte. Là, j'ai fait un test. Puis j'avais des symptômes. Mais le fait que... J'ai dit, ça fait 12 heures que je saigne. Là, peut-être que ça se peut qu'il n'y ait plus rien. Là. On nous dit, est-ce que ça remplit une serviette sanitaire à l'heure? C'est ça qu'on nous dit. Est-ce que ça remplit une serviette sanitaire à l'heure? Si ça remplit pas une serviette sanitaire à l'heure, c'est pas une urgence. Même si pour nous, dans notre cœur, ça en était un. C'en était une. Dans ma tête, je me demandais si j'étais en train de me vider de mon sang. Là. C'était vraiment une expérience. Ils m'ont fait le curetage. Ils donnent ton congé juste une couple d'heures après, puis ben, bye, va-t'en à la maison. Là, t'es comme, OK, mais je fais quoi, moi? Tu sais, genre, c'est quand je peux me réessayer? Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire? Le soutien par rapport à ça est quasi inexistant. On connaît tous quelqu'un, à un moment donné dans notre vie, qui a vécu un décès périnatal et on peut faire une différence. Ce qui m'a dérangé le plus dans tout ça, c'est pas nécessairement de vivre la fausse couche, mais ça a été plus le ce qui est autour. Ce qui a fait souffrir ma blonde puis de la voir comme ça. Quand j'ai fait l'amniosynthèse, je devais être autour de 23 semaines. Et le médecin qui a fait l'amniosynthèse était vraiment pas empathique. Il me disait si vous êtes pour arrêter la grossesse, faudrait le décider rapidement parce que là, ça va être rendu trop tard, puis c'est plus éthique de faire ça plus tard, puis comme si c'était mon choix, tout ce qui arrivait, puis que j'étais une mauvaise personne de vouloir peut-être considérer mettre fin à la grossesse, là, alors que c'était complètement hors de mon contrôle finalement, là. Parmi les souvenirs marquants que j'ai, c'est ce fameux radiologue qui formait, je ne sais pas si c'était sa stagiaire ou je ne sais pas qui était là, en tout cas dans la salle. C'est comme si, en fait, je n'étais pas vraiment présente à ce moment-là. C'est comme si j'étais vraiment dénuée presque de toute humanité. Je n'étais plus qu'un cas qui pouvait servir à former quelqu'un. Et donc, du coup, j'ai entendu des détails que je pense j'aurais aimé ne pas entendre, en disant qu'il y avait une malformation ici et que comme on le voit sur cette radio, etc. Enfin, vraiment des genres de détails que j'aurais aimé, ou bien alors qui s'adressent à moi, ou alors qu'ils me demandent si j'avais envie de savoir, mais pas qu'on parle de moi à quelqu'un d'autre comme ça, alors que j'étais en train de pleurer, comme si mes larmes en fait faisaient écran à ce qu'ils disaient. Je suis opérée. Je me réveille, la médecin vient me voir, complètement fière de son travail. Elle a réussi à m'enlever la trompe au complet. Moi, j'étais encore sous l'effet des médicaments. Je suis un peu gelée, là, on va se le dire. Je me réveille en sachant pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, she meant business. Elle a réussi son boulot de femme productive. Puis je la remercie, c'est vrai, elle a bien fait ça. Mais zéro humanité dans la chose, là. C'est comme, OK, bravo, j'ai réussi mon opération, mais t'as opéré quoi? Ah, OK, t'as enlevé la trompe au complet. OK, pourquoi fallait tout faire ça, là? Comme, moi, je suis pas au courant. Je me rends compte que quand on vit quelque chose comme ça, on peut en parler un petit peu avec les gens autour de nous, mais vite, ça devient un peu banalisé, sans pouvoir se raconter complètement. Je pense que ça, c'est pour ça que l'aide ou l'accompagnement doit exister. Les urgences seraient pas faites pour accueillir les fausses couches. C'est ça qui rend la prise en charge pas facile. Les urgences, c'est fait pour prendre en charge un problème médical urgent qui nécessite une prise en charge. La plupart des fausses couches
se passe spontanément sans qu'on ait besoin d'aucune intervention médicale. Le taux d'achalandage nous permet pas, on dirait, d'avoir les meilleures pratiques. On dirait qu'on est toujours en mode survie. On manque de place, on manque de personnel. Puis sincèrement, les patients en souffrent, tu sais. C'est pas la qualité de soins auquel les patients de tout genre auraient droit. C'est vraiment décevant. Je pense pas que les intervenants en général, incluant les sages-femmes, on est assez formés en termes de fausses couches, deuil périnatal, interruption médicale de grossesse. Il y en a pas de formation, là. On fait un bac de 4 ans à l'université, puis je sais pas si je suis capable de me souvenir d'une seule formation que j'ai eue sur le deuil périnatal ou la fausse couche. Ce que j'aimerais modifier, c'est la rapidité de prise en charge initiale. Donc, c'est ça, que dès que les patientes arrivent à l'urgence, qu'elles puissent être vues rapidement, être orientées rapidement au bon endroit, de ne pas attendre 1 semaine, 2 semaines avant que le processus entier soit fini. Le système, l'hôpital n'est pas fait pour ça. Dans le sens que on accouchait à la même place que les autres mamans qui applaudissaient quand il y avait leur bébé en vie puis que les bébés se mettaient à pleurer. Puis après ça, une chance qu'on était suivis par une sage-femme parce que une fois l'accouchement fini, ils nous envoyaient en maternité pour nous suivre. Moi, je me serais sentie beaucoup plus à ma place en oncologie ou dans, tu sais, soins palliatifs. Envoyez-moi n'importe où, sauf avec des petites familles heureuses, s'il vous plaît, tu sais. C'est comme si c'est une anomalie. C'est quelque chose qui est comme pas pris, mais en tout cas, pour nous autres, c'est ça, c'est quelque chose qui est pas pris en charge par le système. Donc, ça arrive comme il n'y a pas de, comme on va dire, il n'y a pas de local, il n'y a pas d'emplacement où est-ce que ces gens-là peuvent aller. C'est les mêmes places que pour les gens qui accouchent. Après ça, c'est un suivi, tu vas aller en maternité avec les familles qui viennent juste d'avoir un enfant. Au début, on nous parlait vraiment comme s'il n'y avait pas eu d'enfant. T'sais. C'est pas grave, c'est une fausse couche. Puis, on n'a pas à hiérarchiser ou déterminer qu'est-ce qui est un enfant pour l'un, qu'est-ce qui n'en est pas pour l'autre. Mais dans ce souhait de nous aider à passer à travers, on nous conseillait fortement de l'oublier. Tu sais, pas grave, c'est pas arrivé, oubliez ça, pas eu d'enfant. Ça, on a eu ce conseil-là. Je vais mettre des guillemets, là. Donc ça nous a déplu. On m'a demandé d'aller récupérer notre petit bébé à la maison. Ça a été l'épreuve. Tu sais, moi, j'ai pas vécu la fausse couche, puis je veux pas t'enlever les mots, mais en étant la partenaire, de me demander d'aller chercher notre petit bébé à la maison, ça a été comme... J'étais comme en crise, là. Ça marchait pas du tout. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup crié dans l'auto. Je trouve qu'il nous renvoie à la maison comme ça, avec absolument rien. Même pas un dépliant, là. Rien en disant, c'est quasiment, c'est pas grave. Retourne chez toi, puis il n'y a rien là. Je pense que on pourrait dire comment on va vivre ça un peu les prochains jours. Alors, ça se peut que tu ressentes ça. Ça se peut que tu aies besoin de ça. Puis avec certains conseils aussi là, du après, finalement. Un truc simple que je vais mettre, et ça, je m'engage à le faire, c'est de remettre un feuillet explicatif aux patientes avec les recours possibles qu'elles ont. On le fait pour les morti-naissances plus tardives, mais on le fait pas pour les fausses couches. Puis ça va être encore plus utile parce que c'est tellement fréquent que ça va... Donc je m'engage, au moins au niveau de l'hôpital de Gatineau, puis de faire ce feuillet informatif. Qu'est-ce qui va vous arriver? Quels sont vos recours? Les différentes questions-réponses? C'est la partie que j'ai trouvée le plus difficile parce qu'une fois où est-ce que j'ai reçu cet appel-là qui m'a expliqué vraiment rapidement qu'est-ce qu'était une grossesse molaire,
que j'ai encore moi-même un peu de difficulté à comprendre qu'est-ce que c'est. Ça a été un appel hyper rapide, m'expliquant que justement, je pouvais avoir une tumeur qui se transforme en tumeur maligne, qui se transforme en cancer, en métastase au poumon. Avec toutes ces possibilités-là, de tout ce temps-là, le gynécologue ne m'a jamais rappelé. Aucune nouvelle. Fait qu'il me laisse avec un genre de diagnostic, d'explication de ce qui s'est passé et va faire des prises de sang, mais je te donne plus jamais de nouvelles. Les patientes, on leur dit si vous vous sentez pas bien, allez voir votre médecin de famille. Les psychologues, tout. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'organisation de la prise en charge psychologique des patientes, non. Parce que c'est vraiment ça le problème. C'est vraiment ça. C'est pas un problème médical physique. C'est rarement ça. On peut avoir des problèmes de fausse couche à répétition, de syndrome particulier, mais le plus souvent, c'est normal de faire une fausse couche dans la vie reproductive d'une femme. Médicalement, on va rien chercher après une fausse couche, on va pas faire de bilan, c'est normal. Mais cette normalité est inacceptable pour la patiente qui vit la fausse couche, bien sûr. Mais pourtant, il faut les rassurer. Les chances d'avoir une grossesse évolutive la prochaine fois sans fausse couche sont excellentes, jusqu'à 90%. Ils ont été vraiment extraordinaires. Ouais. J'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin de quelqu'un qui était doux, là, tu sais. Puis même la médecin qui était là cette soirée, cette soirée-là, ça s'est passé pendant la nuit, là, tu sais. Donc cette soirée-là aussi a été très réconfortante, là, tu sais. On me flattait, puis on me disait que ça allait, tu sais, que malgré tout, ça allait bien aller, là, que là, j'étais pris en charge. Les infirmières ont été vraiment extraordinaires là, pour ça. Je sentais une douceur dans la salle, puis une empathie aussi, puis ça, j'en avais besoin. J'écoute ce que la mère, le père, les gens me disent. S'ils me disent on est stressé, on est anxieux, je leur offre de faire plus de rendez-vous. J'essaie avec eux de trouver peut-être un psychologue ou quelqu'un qui leur convient. J'essaie vraiment d'écouter ce qu'ils me disent puis de répondre aux besoins qui est là, sous forme, je dirais, principalement de soutien. Bien, peu importe ce que tu as besoin, je vais être là. Je trouve que ça fait une énorme différence d'avoir cette ouverture-là à la personne, de ne pas essayer de modifier un peu, de changer ce que la personne vit. Tout est dans l'ouverture. Tout est dans offrir cet espace-là pour vivre les émotions qui ont besoin d'être vécues. Puis on est dans la validation. Parce que c'est ça qui est le plus important, aller valider les émotions, aller entendre l'histoire de la fausse couche. Offrir, c'est ça, juste cette opportunité-là de raconter ce qui s'est passé, comment ça a été vécu. Parce que souvent, dans les premières heures, les premiers jours, des fois, il y a des trous de mémoire, il y a des choses qu'on a choisi un peu d'oublier. Fait que d'avoir quelqu'un juste qui nous pose les questions, qui nous offre l'opportunité de raconter, ça peut être aidant. Lorsqu'on est arrivé à l'hôpital puis que Karianne a apporté Rémi, on a pu avoir le temps de le prendre parce que les gens sont quand même étonnés. Hein? J'ai perdu Rémi à 15 semaines, mais Rémi était 21 cm et pesait quand même 50 grammes. C'est peu 50 grammes, mais quand même, 21 cm, ça reste quand même long. Il était tout bien développé. En fait, il lui restait juste à grandir. Tout était développé. Ses petites mains, ses ongles, on voyait ses yeux. Il était vraiment beau. Puis on a eu la chance de le prendre dans nos bras, dans nos mains, un peu, puis de passer du temps. Alors, j'ai beaucoup apprécié là, qu'on nous laisse ce temps-là. Et effectivement, à l'hôpital, on nous a proposé de prendre des photos. Donc, ils ont pris des photos de Rémi. Ils l'avaient mis dans une belle petite couverte que j'ai encore aujourd'hui, que je tiens précieusement avec moi. Mais dans une petite couverte, là, donc... En fait, si je me souviens bien, je pense que c'est des gens, des bénévoles à l'hôpital qui tricotent comme des petites couvertures, puis ils nous l'ont donné. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'assez important parce que c'est tangible. Là. Mon garçon,
sais, il est allé dans cette petite couverte-là. On dirait qu'il y a ce petit lien-là. Donc, ils ont pris des photos. On a une boîte souvenir, là, tu sais, avec des photos. Ils lui ont fait un bracelet d'hôpital où est-ce que c'est écrit comme son nom, son heure de naissance, parce qu'on peut quand même avoir une hypothèse environ à quel moment ça s'est déroulé. Ils nous ont écrit une carte aussi, tu sais, tout le personnel de l'hôpital nous ont écrit une carte. Donc, cette petite boîte-là a vraiment été un beau réconfort dans ces moments difficiles-là. Ben en fait, je pense que le plus gros du travail, c'est vraiment de créer un espace où cette personne-là a le droit de vivre, peu importe ce qu'elle a besoin de vivre à ce moment-là. Puis je pense que, tu sais, d'avoir un espace où elle n'a pas besoin de trouver les mots. Elle n'a pas besoin de savoir où elle s'en va, de savoir ce dont elle a besoin. Elle peut simplement vivre ses émotions, déballer un peu ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans son couple, ce qui se passe dans sa vie. Puis d'avoir juste cet espace sécuritaire-là où on peut juste vivre cette peine-là, ce deuil-là. J'avais 29 ans au moment de la fausse couche. Donc, je savais que je ne pouvais pas non plus me permettre d'attendre trop longtemps. Donc, au bout d'1 an, je me suis dit, mais terrorisée, que bon, j'allais réessayer. En ayant très, très peur. À tout moment, j'avais l'impression que ça allait recommencer. Je n'avais pas l'impression que j'étais sortie d'affaire tant que je le tenais pas dans mes bras et qu'il respirait pas. J'étais terrorisée. Personne ne m'a dit qu'en vivant une fausse couche, la grossesse qui suit, elle va être difficile parce que justement, il y a tout ce stress qui va rejaillir. J'ai pas l'impression qu'il y avait cette reconnaissance-là de ce que j'avais vécu, que ça pouvait être très impactant et que du coup, ça justifiait un soutien psychologique. J'étais trop mal pour faire moi-même les démarches. Le problème des urgences ou le problème des gens qui voient les patients à un moment donné ne voient pas l'implication que ça a plus tard, quoi. Les grossesses subséquentes après les fausses couches ou les interruptions plus tardives de grossesse sont difficiles à prendre en charge. Il faut savoir revenir sur l'événement antérieur qui stresse beaucoup la patiente et la grossesse. C'est une prise en charge qui est adaptée à la patiente, c'est-à-dire que une patiente qui a eu une interruption de grossesse, un arrêt, une mort fœtale à 36 semaines, sans facteur de risque, sans rien. La grossesse d'après, on va la suivre différemment. C'est une autre patiente qui a toute son histoire clinique. Donc, on va essayer d'adapter le suivi en sachant qu'il n'y a pas de recette miracle non plus, il y a des études intéressantes qui ont été faites sur le fait qu'on diminuerait le taux de fausses couches si on a un suivi régulier avec les patientes qu'ils demandent, avec des échographies régulières ou une écoute du cœur fœtal chaque semaine, et qu'il y aurait moins de fausses couches dans cette population-là si on les rassure. Moins de stress, donc moins de fausses couches. Mais il y a des patients qui veulent pas, au contraire, d'hypermédicalisation, qui veulent pas, ça les stresse plus qu'autre chose, de faire des échographies, de faire des tracés fœtaux. Donc c'est vraiment une adaptation. Donc il n'y a pas de recette, c'est vraiment une adaptation de la prise en charge avec la patiente. J'aurais aimé ça qu'on me dise « T'as le droit de trouver ça difficile, t'as le droit d'en parler autant que tu veux. » Ces besoins-là de vouloir se raconter, de vouloir... qui arrive pas c'est pas juste au début quand on vient de faire la fausse couche, c'est après. Surtout moi, ça l'a resté pendant 1 an quand même, c'est une épreuve pendant 1 an et même par la suite.